Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 124. Et pour ce numéro, je vais vous inviter à manipuler une notion assez utile quand on fait de la théorie des anneaux, et là ici en l'occurrence des anneaux commutatifs. J'ai nommé le radical de Jacobson. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit A plus croix un anneau commutatif, on va admettre le théorème de Krull ici. Tout idéal propre de A est contenu dans un idéal maximal. Considérons rad de A l'intersection de tous les idéaux maximaux de A. On aimerait alors démontrer que rad de A, ça va être l'ensemble des x de A qui vérifie cette drôle de propriété. Alors, avant de discuter davantage sur ce qu'est le radical de Jacobson, j'aimerais dire quelques mots sur le théorème de Krull. Il se trouve que ce théorème va être équivalent à un autre résultat que vous avez peut-être déjà entendu en vous baladant à travers du contenu mathématique. Ça s'appelle l'axiome du choix. Qu'est-ce que l'axiome du choix? Alors, je vais me permettre de faire un peu de vulgarisation pour rendre les choses le plus claires possible. Imaginez, vous prenez un ensemble d'urnes. Dans chacune des urnes, vous avez des boules. Okay. L'idée de l'axiome du choix, c'est de dire que vous êtes capable de construire une fonction qui, à chacune des urnes, va associer une boule qui se trouve dans ces urnes. C'est ça que veut dire l'axiome du choix. Peu importe l'ensemble d'urnes que vous avez, qu'il soit infini, peu importe, on s'en fout, vous avez un ensemble d'urnes, chacune des urnes contient des boules, vous avez une possibilité de construire une fonction qui, à chacune des urnes, va associer une boule. Ok, donc c'est ça l'idée de l'axiome du choix, de manière générale. On peut l'illustrer avec des chaussettes, le fait d'avoir une chaussette gauche, chaussette droite, etc. Il y a pas mal d'idées comme ça, d'illustrations qui sont assez rigolotes. Et pour vous donner aussi une utilisation que vous connaissez probablement, c'est par exemple l'existence d'une base pour un espace vectoriel de dimension finie. Eh bien, pour qu'il y ait cette existence de base, il faut passer à travers l'axiome du choix. Donc, ici, ce que j'affirme, c'est que le théorème de Krull est équivalent carrément à l'axiome du choix. C'est pas juste une implication, c'est en fait carrément une équivalence. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous faire la preuve ou vous expliquer pourquoi c'est équivalent. Je peux vous inviter à le chercher un peu par vous-même, juste par tout ce que vous connaissez, Wikipédia, ce genre de choses. Je pense que c'est très bien pour se renseigner un petit peu sur comment ce genre d'équivalence fonctionne. Il y a notamment des questions de lemme de Zorn par lesquelles il faut passer à travers. Mais voilà, il faut savoir que ce théorème de Krull est totalement équivalent à l'axiome du choix. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais me permettre d'admettre le théorème de Krull qui revient en soi à admettre l'axiome du choix. Bien, alors maintenant parlons un petit peu du radical de Jacobson. Alors le radical de Jacobson, c'est exactement ce rad de A qui est défini comme l'intersection de tous les idéaux maximaux de A. Alors là, il faut se souvenir, qu'est-ce qu'un idéal maximal? Alors là, on commence à rentrer dans des choses qui sont bien au programme. C'est quoi un idéal? Un idéal, c'est censé être un ensemble, un sous-ensemble de notre anneau, qui est censé être un sous-groupe additif, donc stable par l'addition, par la soustraction, donc il doit contenir 0, bien sûr, puisque ça doit être un ensemble non vide. Et puis, ça doit être aussi absorbant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je multiplie un élément de mon ensemble par un élément de A, je dois rester dans mon ensemble. Voilà ce qu'est en fait un idéal. Et dire qu'il est maximal, ça veut dire que si vous vous amusez à prendre un élément qui est en dehors de cet idéal maximal et que vous voulez en faire un autre idéal, eh bien vous allez vous retrouver avec l'anneau tout entier. C'est ça que ça veut dire avoir un idéal maximal. Alors on va faire un exemple juste pour que les choses soient claires. Je ne vais pas détailler tous les calculs, mais je vous invite à le faire par vous-même parce que ça fait un très bon exercice pour s'assurer qu'on ait bien compris ce que ça veut dire avoir un idéal maximal. Donc par exemple, si je prends comme anneau juste l'ensemble des entiers relatifs, j'affirme que les maximaux, donc les idéaux maximaux, eh bien ça va être les idéaux qui s'écrivent. Donc je rappelle d'ailleurs au passage que Z est un anneau principal, donc il est engendré uniquement, enfin, tous les idéaux sont engendrés par uniquement un seul élément, donc ça veut dire que ça s'écrit juste n fois Z, avec n un entier naturel, et en fait il se trouve que les idéaux maximaux vont s'écrire P fois Z avec P premier. Et je vous laisse le soin de vous amuser à vérifier en effet que d'une part c'est un idéal, bon ça c'est pas très dur, mais que c'est un idéal maximal et que si vous prenez d'autres idéaux comme des idéaux donnés par des entiers qui sont composés, donc des entiers qui sont produits d'autres nombres premiers, vous allez voir que vous avez une inclusion automatique avec ces idéaux-là. Donc les idéaux maximaux, ça va être ces choses-là. Et par conséquent, le radical, d'après la définition, c'est l'intersection de tous ces idéaux maximaux. Et là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que si vous faites l'intersection de ces ensembles-là, à la fin, vous vous retrouvez avec plus rien du tout.
ne serait-ce que 0. Donc ici, le radical de z, c'est tout simplement 0, radical de Jacobson. Si je m'amusais à prendre un autre ensemble, un tout petit peu plus intéressant, notamment z sur 12z, eh bien là, les idéaux maximaux, bon bah, ils vont plus ou moins découler des idéaux maximaux de z, sauf qu'il faut se restreindre à des cadres où on travaille dans z sur 12z, et donc par conséquent, il y a certains cas de nombres premiers qui vont donner des éléments inversibles dans z sur 12z, donc il faut éviter par exemple 5z, hein, bien sûr, parce que 5z, bah, 5 va être un élément qui engendre tous les éléments de z sur 12z, donc il faut éviter ce genre de choses, et bah, si on cherche un petit peu, on va se retrouver avec on va se retrouver avec 2z sur 12z et 3z sur 12z. Autrement dit, ça va être des nombres premiers qui divisent 12. Okay, c'est les nombres premiers qui divisent 12 et vous prenez les idéaux engendrés par ces nombres premiers-là. Eh bien, par conséquent, le radical ici de Jacobson, ça va être l'intersection de ces deux machins-là et ça va nous donner alors 6 z sur 12z. Tout ça pour vous dire qu'il existe bien des anneaux pour lesquels le radical de Jacobson n'est pas nul. Bien, et ce radical de Jacobson, on peut le caractériser par cette propriété qui signifie d'une certaine manière que, en fait, si je prends un élément du radical de Jacobson, pour n'importe quel élément qui va être dans grand A, quand je m'amuse à faire le produit de cet élément dans le radical de Jacobson avec l'élément qui est dans A, bien, normalement, je dois me retrouver toujours dans le même idéal, hein, parce que normalement, il y a une structure d'idéal, donc on doit s'attendre à rester dans le même idéal, bien sûr. Mais ce qui est assez intriguant, c'est le fait d'être pas si loin à l'unité près. En fait, on se retrouve avec quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'unipotence, pour ceux qui connaissent. Par exemple, si x était un élément nilpotent, bah, on aurait bien x moins un élément nilpotent, ça signifie ou plus un élément nilpotent, donc ça revient quasiment à des éléments unipotents, c'est exactement la définition. Bref, on a l'impression qu'en faisant ce genre d'opération, on se retrouve finalement avec des éléments inversibles. Et ça, bah, c'est pas donné à n'importe quel anneau. Vous pouvez vous amuser à regarder avec l'anneau des polynômes et voir qu'en effet, ça marche pas encore non plus. Le radical ici aussi, ça sera en fait tout simplement et tout bêtement 0. Mais il y a des anneaux pour lesquels on peut dire des choses. Alors je vais quand même souligner des intérêts, et un premier truc que j'aimerais signaler, c'est que le radical de Jacobson peut se définir aussi dans un cadre d'anneaux non commutatifs. Et pour l'amener avec des anneaux non commutatifs, je pourrais très bien parler de radical à gauche, radical à droite, c'est pas forcément interdit, ou alors je pourrais aussi dire que le radical est défini par des choses comme ça, en autorisant des multiplications juste à gauche ou juste à droite, ou les deux en même temps. Voilà, ça c'est pas impossible. Alors, les intérêts que je pourrais donner rapidement, même si ce sont des intérêts, alors là, vous allez entendre des mots très techniques, mais je ne vais pas avoir le temps malheureusement de les développer, mais c'est juste pour vous dire que ça a des gros intérêts pour des résultats importants en théorie des anneaux. Donc là, il y a par exemple la géométrie. Alors, géométrie bien avancée, donc géométrie algébrique, ce genre de choses. Et dans ce cadre-là, on a le lemme de Nakayama. Alors là, je ne vais pas avoir vraiment le temps de le développer, mais c'est un lemme qui parle des modules de type fini, des A-modules de type fini, qui se comportent bien par rapport au radical de Jacobson. S'il se comporte bien, donc c'est-à-dire qu'il y a une question de stabilité, autrement dit, si je prends un module et que je m'amuse à le multiplier par un élément du radical de Jacobson et que finalement je me retrouve avec un ensemble qui est un peu plus grand que... c'est pas tout à fait stabilité, c'est juste une question d'avoir un truc un peu plus grand. Un peu plus grand que le module que j'avais au départ, alors dans ce cas-là, je vais pouvoir amener une question de nullité du module que j'aurai sous la main. Grosso modo, vraiment là je l'ai fait très très simple, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vraiment juste l'idée générale, c'est de pouvoir localiser d'une certaine manière des éléments ou des modules qui vérifieraient des propriétés particulières liées à ce radical de Jacobson. Bref, donc on a ça. On a aussi un autre intérêt qui est un petit peu plus de mon ordre vis-à-vis de la recherche, c'est en représentation. Représentation d'algèbre ici. Alors là, je vais faire référence au coin recherche. Coin recherche saison 1 et éventuellement saison 2. Et à vrai dire, c'est quand même assez sous-jacent à ce que je fais en recherche. Donc, il me faut en parler. Et il se trouve que quand on prend un carquois Q,
Bon, ici, il y a normalement des hypothèses, il faut que ce soit un carquois fini, etc. Ce que j'entends par carquois, c'est un graphe orienté avec des flèches des sommets, c'est ça que j'entends. Fini, avec peut-être quelques hypothèses supplémentaires. Et si je m'amuse à regarder le radical de l'algèbre des chemins sur ce carquois, eh bien, il se trouve que ça va être l'idéal engendré par tous les chemins non triviaux de Q. Et avec ce radical, on peut aller plus loin jusqu'à localiser même les flèches qui se trouvent dans le graphe que j'ai posé au préalable. Et puis, on peut même aller un tout petit peu plus loin pour nous permettre de décrire les morphismes irréductibles qu'il peut y avoir entre les modules sur cette algèbre de chemin. Donc vraiment, il y a toute une histoire que je pourrais vous raconter sur le radical de Jacobson en lien avec ce que je fais en recherche. Là, vraiment, on est plus ou moins dessus, même si bon, moi, je suis un petit peu encore au-dessus parce que j'ai une vision plutôt combinatoire de tout ça. Mais en tout cas, sachez que voilà, de manière sous-jacente à des travaux que je fais en recherche, il y a le radical de Jacobson qui peut apparaître d'une certaine manière. Et puis, un autre intérêt du radical de Jacobson, et en fait, ça peut être une interprétation du radical de Jacobson, c'est si, par exemple, j'avais un anneau donné par un, un anneau multinomial, donc ça veut dire que je prends des multinomes donnés par n variables et je quotiente par un idéal, eh bien, le radical, et ça peut être vraiment une jolie interprétation de ce que ça veut dire, calculer le radical de Jacobson. Calculer ce radical, ça permet de savoir à quel point I est entre guillemets loin. Encore faut-il expliquer ce qu'on entend par loin, mais ça me demanderait énormément de temps pour l'expliquer. À quel point on est loin d'avoir une variété algébrique. Alors, je vais juste faire attention que je n'oublie pas un mot. Un anneau de fonction, ouais, pardon, c'est un anneau de fonction sur une variété algébrique, c'est ça que je voulais dire. Donc, un anneau de fonction, hop, sur une variété algébrique. Bref, des mots très techniques que probablement peu de gens parmi vous comprendront, mais c'est pas grave. C'est tout simplement pour vous montrer un petit peu le genre de choses qu'on pourrait faire avec le radical de Jacobson, même si ce sont des terminologies que vous ne connaissez absolument pas. Mais si ça vous pique un peu la curiosité, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil par vous-même, ou même laisser en commentaire et poser des questions là-dessus. Ça me fera un plaisir d'essayer de répondre à ces questions, voire même que d'autres gens vous donnent des réponses. Ça peut être tout à fait cool aussi. Donc bref, voilà, tout simplement pour vous dire que le radical de Jacobson, c'est vraiment un outil assez intéressant à manipuler quand on travaille dans la théorie des anneaux. Et un exercice qui est souvent donné dans les niveaux, bien sûr, d'Oro XENS, c'est une question de manipuler le radical de Jacobson. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on peut aussi rencontrer pas mal dans les exercices d'anneaux, notamment je pense à des références type BibMat, hein, ce genre de choses, où on peut rencontrer cet exercice, bien sûr, avec un niveau élevé. Mais l'intérêt de cet exercice, en fait, ça va vous permettre de manipuler les idéaux maximaux. C'est vraiment le plus gros intérêt, puisque les idéaux maximaux, je sais que, en tout cas par expérience, par rapport aux étudiants que j'ai pu avoir en colle, je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile à assimiler. Assez difficile à comprendre ce qu'on entend par idéal maximal. Et cet exercice, il est vraiment là pour ça, même si, bon, en vrai, le radical de Jacobson, on ne va pas vraiment le manipuler en lui-même, mais on va surtout manipuler la question d'idéal maximal, qui est quelque chose qui est assez technique pour souvent les deuxième années de classe préparatoire. Donc en soi, cet exercice est faisable en deuxième année de classe préparatoire, bien sûr à condition d'avoir assez bien compris l'énoncé qui est proposé ici, de bien comprendre ou en tout cas d'essayer de comprendre ce qu'on entend ici par ce théorème de Krull et essayer de trouver à quel moment il va falloir l'utiliser. Bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice, donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice à faire, vraiment pour bien comprendre ou pour bien manipuler les idéaux maximaux. Rien que pour ça, je pense que cet exercice vaut vraiment le détour. On est parti donc pour une résolution. Hop.
Alors, l'idée de la résolution va être la suivante. Si je prends un x dans l'anneau, dire qu'il est dans le radical, ça devrait être équivalent à dire cette propriété-là. Donc, je vais écrire. Donc, soit x dans A, on veut montrer que x est dans rad de A, si et seulement si, pour n'importe quel A dans grand A, 1 moins AX est un élément inversible. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que non Q équivaut à non P. On va faire un petit peu de logique. Au lieu de démontrer cette équivalence-là, on va faire une autre équivalence sur les négations de ces propriétés-là. Et en fait, les négations, on va avoir un petit peu plus d'informations que si on prend les propriétés mises sous la forme affirmative. Donc, ce qu'on va en fait démontrer, c'est le fait que x n'appartient pas au radical de A, si et seulement si il existe A dans grand A, tel que 1 moins AX n'est pas inversible. Voilà globalement l'idée de la preuve que on va mener. Bien, alors on est parti pour démontrer ce résultat et on va commencer par le sens direct. En fait, ça va être le sens, on va dire, un peu plus simple à manipuler que l'autre. Donc on va commencer par dire, ok, x n'est pas dans le radical. Donc, supposons x qui n'est pas dans le radical. Bien. Si x n'est pas dans le radical, on réfléchir un petit peu, mais ça veut dire alors que x, il peut très bien être dans un idéal maximal, mais le problème c'est qu'il existe au moins un idéal maximal dans lequel il n'appartient pas. C'est surtout ça le point important, puisque le radical, c'est défini comme l'intersection de tous les idéaux maximaux. Et donc là, on est en train de dire, il doit y avoir un idéal maximal dans lequel x n'est pas. Donc il existe, on va dire J idéal maximal de A, tel que x n'est pas dans J. Bon alors dans ce cas, je peux regarder l'idéal engendré par x et J, que je vais noter comme ceci. L'idéal engendré par x et J, là je me retrouve avec un idéal qui est un tout petit peu plus grand que J. Mais J est maximal. Par conséquent, cet idéal, ça n'a pas d'autre choix que d'être l'anneau tout entier. Par maximalité de J. C'est là vraiment la propriété de maximalité qui apparaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors, plus précisément, notamment si je veux faire intervenir ce 1 ? Ça veut dire alors, il existe un élément J dans grand J et un élément A dans grand A, tel que, être dans cet idéal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois avoir pris un élément qui est dans J et un élément qui s'écrit quelque chose fois X. C'est exactement ce que je vais écrire. AX plus J, comme ceci. Et je sais que cette combinaison peut, par exemple, faire n'importe quoi. Donc là, ici, le truc qui va m'intéresser, c'est surtout d'avoir 1. Car comme ça, je me retrouve bien à pouvoir dire que J est égal à 1 moins AX. Alors, J est égal à 1 moins AX. Ok ? Et maintenant, comment je peux faire pour affirmer que cet élément n'est pas inversible ? L'idéal engendré par J n'est pas tout A. Par conséquent, ça ne peut pas être un élément inversible, parce que si c'était un élément inversible, l'idéal engendré par J devrait être tout A. Donc cet élément est dans J, qui n'est pas, donc il est inclus, mais il n'est pas égal à grand A. Donc, J n'est pas inversible. Et donc 1 moins AX n'est pas inversible. Et voilà, on vient donc de démontrer le sens direct. Allons-y pour le sens indirect. Et donc, comme dans le sens direct, on n'a pas utilisé le théorème de Krull, ça va être dans le sens indirect où on va devoir utiliser le théorème de Krull. Donc, dans le sens indirect, on sait qu'il existe alors, supposons, je vais le réécrire en mettant supposons, donc supposons qu'il existe A, qu'il existe A dans grand A,
tel que 1 moins AX est non inversible. Très bien. Alors, j'ai envie d'utiliser le théorème de Krull. Pour pouvoir utiliser le théorème de Krull, il faut qu'il y ait une histoire d'idéal propre. Idéal propre, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je dois avoir un idéal qui n'est pas égal à A. Ok. Bon, là, l'idéal qui nous tend les bras, c'est l'idéal engendré par 1 moins AX. Et bien, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, on a l'idéal engendré par 1 moins AX, qui est un idéal propre de 1. D'après le théorème de Krull, on sait qu'il existe M maximal, idéal maximal, tel que, nous avons que M contient l'idéal engendré par 1 moins AX. Ok. Alors maintenant, comment réussir à démontrer que on a forcément ce X qui ne peut pas être dans le radical? Donc là, je rappelle que le but, c'est de montrer que X n'est pas dans le radical. Eh bien, en fait, ce qu'on va réussir à démontrer, c'est que le X qui est ici ne peut pas être dans M. C'est tout simplement ce qu'on va démontrer, puisque je rappelle que le radical, c'est l'intersection de tous les idéaux maximaux. Et donc, il suffit de montrer que pour un idéal maximal, on n'est pas dedans ici. Je rappelle qu'on veut démontrer cette équivalence avec les négations. Alors, je vais me permettre d'effacer. Je vais peut-être effacer ici, parce que j'aimerais bien vous laisser le raisonnement en entier au tableau. Hop. Très bien. Très bien, alors je sais que 1 moins AX est dans M. Mais 1 n'est pas dans M. Je pense que ça c'est clair, puisque M n'est pas l'anneau tout entier. Encore une fois, pour qu'un idéal soit l'anneau tout entier, ça veut dire qu'il doit contenir un élément inversible. Donc là, ici en l'occurrence 1. Du coup c'est foutu ici. Très bien, alors maintenant si 1 n'est pas dans M, par conséquent, A fois X ne peut pas être dans M. Parce que si A fois X était dans M, eh bien, par les propriétés d'additivité, donc le fait que ce soit un groupe additif de M, ça veut dire que ce truc-là plus AX serait dans M, et donc 1 serait dans M. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc là, on arrive à conclure ceci donc par propriété de sous-groupe additif de M. Et donc, si X est dans M, par absorbance, on n'aurait que AX serait dans M. Donc ça veut dire que là, ici, je ne peux pas supposer que X est dans M. Donc ça veut dire que X n'est pas dans M. Donc voilà, ok, très bien. D'où X n'est pas dans M. Et c'est terminé. Je viens de démontrer que X n'appartient pas à au moins un idéal maximal de A. Donc, il n'est pas dans l'intersection. X n'appartient pas au radical de Jacobson de A. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est un très joli exercice. J'espère en tout cas vous avoir montré que c'était un exercice assez intéressant à faire, notamment pour bien comprendre les notions d'idéaux maximaux et aussi d'idéaux, parce que comme vous l'aurez constaté ici, pour terminer, il a fallu utiliser les propriétés de sous-groupe additif et d'absorbance concernant les idéaux, ce qui est quand même assez remarquable. Et puis il y a un autre truc aussi assez remarquable, ça permet de faire un petit rappel sur ce qu'on voit en première année de classe préparatoire, les questions de logique. Il est vraiment important de se poser la question sur la propriété qu'on cherche à démontrer et à savoir à quel point est-ce qu'on peut manipuler les choses
concernant les propriétés qui sont ici. Car en effet, la difficulté d'être dans le radical, c'est normalement la définition qui est posée ici, de dire qu'on est dans l'intersection de tous les idéaux maximaux. Mais est-ce qu'on a un contrôle sur tous les idéaux maximaux d'un anneau quelconque? Eh bien, en général, non. C'est comme ça qu'on a l'idée de se dire, pourquoi pas penser au contraire, parce que le contraire me donne peut-être un peu plus d'informations en disant, si je ne suis pas dans un idéal maximal, qu'est-ce que ça veut dire concernant cet idéal maximal par rapport à l'élément que je choisis? Voilà, et c'est comme ça que vient l'idée, normalement, en tout cas que vient l'idée de chercher à démontrer le sens direct de la négation en passant par là. Et puis après, dans l'autre sens, une fois qu'on a compris que oui, en effet, la négation d'un côté, c'est une bonne idée, donc on va faire la négation de l'autre côté, et bien ensuite, dans l'autre sens, on voit plus ou moins naturellement apparaître l'utilisation de ce théorème de Krull qui se révèle assez utile, et cela démontre par la même occasion que pour démontrer ce résultat-là concernant le radical de Jacobson, il nous faut l'axiome du choix, puisque comme je vous l'ai dit au tout début, le théorème de Krull est équivalent à l'axiome du choix. Et donc cela vous donne un autre exemple de résultat qui peut dépendre de l'axiome du choix. Bien, est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense pas. Donc j'espère que cet exercice vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice et peut-être les petites choses que vous avez apprises concernant ce radical de Jacobson et peut-être 2-3 questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Ça pourrait être sympa d'en discuter davantage. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!